propose donc de commencer avec le sujet du jour, donc les nouvelles règles d'enregistrement pour la date d'incidence, ainsi que l'enregistrement des tumeurs multiples. Donc la session du jour va se dérouler en 3 parties différentes. Tout d'abord, bien entendu, on va discuter des nouvelles règles d'enregistrement pour la date d'incidence et ensuite des règles d'enregistrement pour les tumeurs multiples. Et on va terminer par quelques petits exercices pratiques, histoire de voir ensemble des cas pratiques par rapport à toute la théorie dont on aura discuté auparavant. Et on va donc commencer sans plus attendre le premier point du jour. Donc, comme vous l'avez vu passer dans nos mails, il y a certaines nouvelles règles pour l'enregistrement de la date d'incidence. En effet, le NCR a revu un peu toutes les règles qui étaient d'application. Voilà, et apparemment, le son ne passait plus, je viens de le remettre, on me fait signe que tout est de nouveau en ordre. Donc je vous disais, pour ces nouvelles règles d'enregistrement pour la date d'incidence, le NCR a donc revu toute la liste des priorités qui étaient d'application jusqu'ici. Et ils ont publié une nouvelle liste en date du 15 mars 2022, nouvelle liste que l'on a donc bien entendu repris et analysée et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nouvelle liste, pourquoi? Car bien sûr, tout ce qui est au niveau de la médecine évolue de plus en plus et donc les listes actuelles ne sont plus tout à fait à jour. Ils demandaient un peu de révision, un peu de mise à jour et donc les nouvelles listes ont quelques ajouts, notamment en ce qui concerne les méthodes de diagnostic bien plus modernes, tout ce qui est cytométrie de flux, tests moléculaires, tests de dépistage, ainsi que les nouvelles techniques d'imagerie qui n'étaient pas encore incorporées dans les listes actuelles. Alors, la révision a été publiée donc en mars 2022, mais pour la Belgique, on vous demande de mettre cela en application seulement à partir de l'année d'incidence 2023. Donc, on vous les présente déjà aujourd'hui pour que vous ayez un peu le temps d'intégrer tout ça, mais il ne faut pas les mettre en application dès aujourd'hui, non. Bien attendre l'année d'incidence 2023 pour faire le changement. Donc, terminer l'année avec les règles classiques que vous connaissez déjà. Pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Bien entendu, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un premier jet. On va bien sûr remettre toutes les informations dans un petit document résumé sur notre site internet par la suite. Encore une fois, pour que vous ayez vraiment toute l'information. Donc aujourd'hui, c'est vraiment juste pour que vous preniez conscience qu'il y a des nouvelles règles pour vous les présenter. Mais bien sûr, on reviendra vers vous avec tout ça lorsqu'il faudra faire le changement, donc l'année prochaine. Donc, pour la date d'incidence, le principe de base reste le même. On travaille toujours avec une liste de priorités et la date d'incidence est bien entendu toujours définie comme la date du premier diagnostic de malignité. Jusque-là, pas de changement. Les changements arrivent au niveau de cette fameuse liste de priorités. L'ordre hiérarchique n'est plus tout à fait le même que ce qu'il était. Donc, dans l'ordre hiérarchique, tout d'abord, on retrouve, comme c'était déjà le cas avant, la date de première confirmation microscopique de malignité, qui reste bien la méthode la plus précise. Donc, tout ce qui est histologie, cytologie, et sont aussi inclus à présent tout ce qui est cytométrie de flux et biopsie liquide. Avec, bien entendu, comme c'était déjà le cas auparavant, on va favoriser la date du prélèvement de la biopsie ou cytologie. Et dans le cas très improbable où on n'a pas cette date du prélèvement, alors on va utiliser la date à laquelle le pathologiste a reçu la biopsie ou la cytologie, et si besoin, la date à laquelle le pathologiste a rédigé le protocole. Bien entendu, normalement, on est quand même en 2022. Il ne doit pas y avoir trop de soucis à pouvoir retrouver la date à laquelle le prélèvement a été prélevé et donc à pouvoir utiliser cette première date. Alors ensuite, une nouveauté, donc dans l'ordre hiérarchique, si on n'a pas de confirmation microscopique de malignité, on va alors se tourner vers la date du premier test génétique ou moléculaire positif pour poser un diagnostic de cancer. Ensuite, en troisième position, on retrouve la date de première hospitalisation pour ce cancer, suivie de la date de la première consultation pour ce cancer. En numéro 5, dans notre liste de priorités, on retrouve la date du diagnostic à partir du moment où aucune des 4 premières propositions n'est retrouvée, donc à partir du moment où il n'y a aucune confirmation microscopique de malignité, ni de test génétique ou moléculaire qui prouve bien la malignité, ni hospitalisation ou consultation pour le cancer, avec la date du premier test positif de marqueur tumoral pour la malignité,
Ou seconde possibilité, la date de première imagerie pour la malignité et enfin la date de la première com pour la malignité. Donc ça c'est aussi nouveau. On peut à présent utiliser la date de com comme date d'incidence si bien entendu aucune des autres propositions reprises ci-dessus ne sont vérifiées. Et après ça, on arrive à la date de décès s'il n'y a vraiment aucune autre information disponible. Et bien entendu, si on a une découverte fortuite de la malignité durant une autopsie, on utilisera aussi la date de décès comme date d'incidence. Alors, quelques petites informations utiles concernant cette liste de priorités. Donc, bien entendu, ce qui ne changera pas, c'est que normalement, la grande majorité des cancers vont bien être confirmés de manière microscopique. Et donc, la plupart du temps, la date d'incidence correspondra à la date du prélèvement de la biopsie ou de la cytologie. Il est aussi important de noter que donc en position 3 et 4, vous voyez que sont repris date de première hospitalisation pour ce cancer et date de première consultation pour ce cancer. Donc c'est bien important que l'hospitalisation et ou la consultation doivent être réalisées pour le cancer. Donc il faut que le cancer soit déjà connu, que le patient vienne consulter pour le cancer et non pas consulter par exemple pour une douleur abdominale ou n'importe quoi. Si cette douleur abdominale mène alors à des examens qui, eux, vont découvrir la tumeur, c'est bien la date à laquelle ces examens ont été réalisés qui devront être utilisés comme date d'incidence et non pas la date à laquelle le patient est venu consulter un médecin pour une douleur. Si c'est vraiment pas du tout lié à un cancer, ça ne doit bien sûr pas être pris en compte pour déterminer notre date d'incidence. Alors, quelques petites remarques additionnelles concernant les nouveautés dans cette liste. Donc, tout d'abord, en position 2 de notre ordre hiérarchique, on retrouve tout ce qui est test génétique ou test moléculaire positif pour poser un diagnostic de cancer. Donc, voici quelques petits exemples de tests génétiques ou moléculaires. Tout ce qui est le réarrangement des récepteurs des cellules T pour poser un diagnostic de lymphome à cellules T, tout ce qui est le gène de fusion BCR-ABL, tout ce qui est mutation du gène JAK2 ou d'autres choses comme reprise sur le slide. Quelques petits points d'attention par rapport à ces tests génétiques et moléculaires. La liste, il n'y a pas de liste exhaustive qui existe pour quel test peut-on utiliser, quel test ne peut-on pas utiliser. C'est un peu libre selon l'avis du médecin, donc c'est toujours l'avis du médecin qui va primer. Si le médecin considère que le test est suffisamment spécifique que pour prouver un diagnostic de cancer, alors vous pouvez tout à fait l'utiliser. Donc en cas de doute, n'hésitez pas à vraiment vous tourner vers le médecin, demander son avis et suivez son opinion pour voir si vous pouvez, oui ou non, utiliser le test génétique ou test moléculaire pour déterminer votre date d'incidence. C'est toujours le médecin, l'avis du médecin qui va primer. Par contre, tout ce qui est test biochimique, test hématologique non spécifique de routine, ça n'est pas à utiliser pour déterminer la date d'incidence. Et alors, au niveau des tests génétiques et moléculaires en particulier, ce sont des tests qui seront principalement applicables pour tout ce qui est les hémopathies malignes. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans les quelques exemples repris sur ce slide, ça concerne bien des hémopathies malignes. Alors ensuite, on a aussi donc en point 5A dans notre liste des priorités, le test positif de marqueur tumoral. Donc encore une fois, quelques exemples, l'AFP, donc l'alpha-fétoprotéine pour la découverte de cancer du foie, ou encore la calcitonine pour le carcinome médulaire de la thyroïde. Quelques petits points d'attention pour ces tests positifs de marqueurs tumoraux. Donc encore une fois, il n'existe pas non plus de liste exhaustive pour ces marqueurs tumoraux. Donc en cas de doute, encore une fois, vous tournez vers le médecin, c'est son avis qui va primer. Pareil, comme je viens de vous l'indiquer aussi juste avant, tout ce qui est test biochimique, test hématologique non spécifique de routine, ce n'est pas suffisamment spécifique et ça ne doit pas être utilisé pour déterminer la date d'incidence. Et alors, pour ceux qui se souviennent donc des règles actuelles, au niveau des marqueurs tumoraux actuellement utilisables comme base de diagnostic, on a seulement une toute petite liste assez restreinte. Bien sûr, le but est justement à l'avenir de ne plus se restreindre à cette petite liste. La médecine évolue et donc maintenant, les marqueurs tumoraux considérés comme suffisamment spécifiques sont bien plus diversifiés. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous tourner vers votre médecin en cas de doute. Si lui considère que c'est suffisamment spécifique, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Sinon, alors n'utilisez pas cela. Quelques petits points d'attention de manière générale pour la date d'incidence. Le premier, assez important,
une nouvelle règle qui arrive aussi en parallèle à cette nouvelle liste de priorités. Nouvelle règle qui dit que si un événement de priorité supérieure survient dans les 3 mois qui vont suivre la date initialement choisie, alors la date de l'événement de priorité supérieure va prévaloir. Donc en gros, si par exemple on a d'abord une imagerie et que dans les 3 mois qui suivent l'imagerie, on a une confirmation biopsique, donc, si vous vous souvenez de la liste des priorités qu'on vient de voir, confirmation biopsique, c'est bien le premier point, la première priorité, le truc le plus important, alors que l'imagerie vient un peu plus loin. Si c'est en dehors les 3 mois qu'on a la confirmation biopsique, alors il va falloir changer notre date d'incidence et prendre celle de la biopsie. Si la biopsie est réalisée plus de 3 mois après l'imagerie, alors la date de la biopsie ne va pas devoir être utilisée comme date d'incidence, mais ce sera bien la date de l'imagerie qui va primer. D'autres petites règles, mais qui étaient déjà d'application, donc qui normalement sont seulement des rappels. La date d'incidence et la base de diagnostic sont bien 2 variables totalement indépendantes l'une de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on choisit une date d'incidence qu'on va prendre le moyen de diagnostic utilisé à cette date-là ou inversement. Ce sont vraiment 2 variables totalement indépendantes. Donc, ne faites pas d'erreur à ce niveau-là. En plus de ça, il ne peut y avoir aucune date d'incidence après le début du traitement, ni après la décision de ne pas traiter ou après la date de décès. C'est assez important. À partir du moment où on commence par exemple à traiter le patient, ça veut dire que si on le traite pour une tumeur, c'est qu'on est déjà certain que le patient souffre bien d'une tumeur et donc l'incidence par défaut, enfin par définition, devrait être soit antérieure, soit égale à la date de début du traitement. Donc s'il vous plaît, pas de date d'incidence ultérieure à la date de début du traitement. Et alors enfin, si vous avez seulement l'année et le mois qui sont connus, mais pas la date exacte, on vous demande d'utiliser le milieu de ce mois, donc le 15 du mois en question. Si vous connaissez seulement l'année et pas ni le mois ni le jour précis, on vous demande d'encoder comme date d'incidence le milieu de l'année en question, donc le 1 du 7. Et entendu, cas de figure à éviter au maximum, qui normalement est seulement utilisable pour des anciens cas qui ont été diagnostiqués il y a des années et pour lequel le patient fait une récidive et vient se présenter chez vous et pour lequel vous savez seulement par exemple que c'était une tumeur diagnostiquée il y a 20 ans et que vous n'avez pas d'informations plus précises. Alors dans ce cas-là, vous ne savez pas faire mieux que ça, mais pour les diagnostics actuels, normalement, vous devriez pouvoir retrouver toute l'information. Donc voilà pour les différentes règles. 2 petits exemples histoire d'illustrer un peu cela. Donc tout d'abord, un patient reçoit un diagnostic de tumeur pulmonaire par imagerie et 2 mois plus tard, s'ensuit une biopsie qui confirme la présence d'une tumeur pulmonaire. Donc comme je viens de l'expliquer juste sur le slide précédent, dans ce cas-ci, la date d'incidence va être bien la date de la biopsie, car la biopsie est l'événement de priorité le plus important et survient dans les 3 mois qui suivent l'imagerie, l'imagerie qui est la date du premier diagnostic posé. Donc dans ce cas-ci, vu qu'il y a moins de 3 mois entre les deux, on va favoriser la date de l'événement de priorité le plus élevé. Et donc dans ce cas-ci, c'est bien la date de biopsie qui sera la date d'incidence. Et au niveau de la base de diagnostic, ce sera bien valeur 2, donc histologie de la tumeur primitive, vu qu'on a une biopsie qui est réalisée. Second exemple, si on a toujours notre même patient qui reçoit son diagnostic de tumeur pulmonaire par imagerie, et que cette fois-ci, la confirmation par biopsie survient 4 mois plus tard, alors la date d'incidence ne sera plus la date de la biopsie, vu qu'il y a plus de 3 mois entre le premier diagnostic par imagerie et la confirmation par biopsie. Donc dans ce cas-ci, ce sera la date de l'imagerie qui va devoir être utilisée comme date d'incidence. Et par contre, au niveau de la base de diagnostic, ça ne change pas, ce sera toujours base de diagnostic 2, car on a toujours notre biopsie, donc notre confirmation histologique de présence de tumeur. Voilà pour les nouvelles règles en ce qui concerne la détermination de la date d'incidence. Je vous propose donc de continuer avec la seconde partie du jour, donc tout ce qui concerne les règles d'enregistrement pour les tumeurs multiples. Donc pour rappel, tout ce qui est nouvelle liste, nouvelles règles, etc. On va remettre un document en ligne sur notre site internet incessamment sous peu, dans pas longtemps, qui reprenne vraiment une synthèse de tout ça, histoire que vous ayez vraiment toute l'information. Donc, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas su tout noter, si vous n'avez pas tout retenu directement, il vous reste encore un peu de temps vu que c'est applicable seulement à partir de 2023 en Belgique. Donc, pour nos tumeurs multiples, on considère une nouvelle tumeur primaire comme donc une tumeur qui est diagnostiquée pour la première fois
Ça signifie que c'est donc pas ni une récidive ni une métastase à distance d'une autre tumeur connue. Donc c'est une notion importante à avoir en tête, histoire de ne pas enregistrer des tumeurs multiples lorsque c'est seulement une récidive ou une métastase par exemple. Un autre point important, les règles techniques d'enregistrement sont bien quelque chose de totalement séparé de l'interprétation clinique que le médecin pourrait avoir du cas du patient. Et donc, si par exemple, le médecin vous dit que c'est une nouvelle tumeur, mais qu'au niveau des règles d'enregistrement, c'est considéré comme une récidive, s'il vous plaît, suivez bien les règles d'enregistrement pour l'enregistrement, c'est pour ça qu'elles sont là. Et donc, faites bien la distinction entre les deux. Un exemple pratique, c'est si par exemple un patient a justement eu une tumeur du sein il y a 20 ans, et que dans le même sein, 20 ans plus tard, on retrouve encore la même tumeur. Pour l'enregistrement, ce sera bien première tumeur il y a 20 ans et récidive actuellement, donc il ne faut faire qu'un seul enregistrement de nouveau diagnostic avec l'incidence 20 ans auparavant. Le médecin peut tout à fait voir ce que nous on considère comme une récidive au niveau de l'enregistrement, comme une nouvelle tumeur qui se développe 20 ans plus tard. Attention, c'est bien à vous de faire la part des choses et de voir que pour l'enregistrement, ce n'est pas à enregistrer comme une seconde nouvelle tumeur. Donc faites vraiment attention à l'interprétation clinique que le médecin pourrait avoir et qui va parfois déroger à nos règles. Alors, pour pouvoir déterminer si on est en présence ou non de tumeurs multiples, il y a 4 variables qui doivent être prises en compte. Donc, les variables qui sont la topographie, la latéralité, l'histologie et le comportement. Avec comme petit point d'attention, bien noter que la détermination de tumeurs multiples est tout à fait indépendant du temps. C'est quelque chose qui ne dépend pas du temps. Donc, il ne faut pas prendre la date d'incidence en compte, exception faite du cas où on a plusieurs tumeurs avec un comportement différent, qui sera discuté dans le dernier point lorsqu'on arrivera à la variable comportement. On va donc à présent discuter de chacune de ces variables une par une et voir les différentes règles à suivre pour chacune d'entre elles. Donc d'abord au niveau de la variable topographie, donc la règle générale veut qu'on enregistre une tumeur par organe avec pour rappel donc le code topographique qui s'exprime sous la forme cxx.x. La première partie de ce code, tout ce qui est avant le point, représente l'organe et la dernière partie, donc le chiffre qui est localisé après le point, représentant la sous-localisation dans laquelle on se trouve au sein de cet organe. Donc, deux petits exemples pour illustrer ça. Si on a un adénocarcinome dans la partie cervicale de l'œsophage, donc en C15.0, et un adénocarcinome dans la partie abdominale de l'œsophage, donc en C15.2. Les deux adénocarcinomes sont localisés dans l'œsophage en C15, donc on suit la règle générale. On a un seul organe, donc on va enregistrer une seule tumeur, un seul adénocarcinome de l'œsophage. Pareil, si on a deux tumeurs localisées dans le sein droit, donc une à 2 heures, donc en C50.2, et une dans la partie centrale en C50.1, même si une est hormonodépendante et l'autre ne l'est pas, cela ne nous importe pas pour la détermination de tumeurs multiples, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre en compte. On suit simplement la règle générale. On a un seul organe, le sein droit, donc on ne va enregistrer qu'une seule tumeur, un seul carcinome canalaire dans ce sein droit. Bien entendu, ce serait trop facile s'il n'y avait que cette règle générale et il existe donc quelques petites exceptions. Voici les premières. Sur ce slide, vous pouvez retrouver la liste des différents codes topographiques pour lesquels une tumeur distincte peut être enregistrée dans chaque sous-localisation. C'est-à-dire qu'au niveau du côlon, au niveau des os, au niveau de la peau, des nerfs périphériques, des tissus conjonctifs et des autres glandes endocrines, pour chaque sous-localisation différente, on va pouvoir enregistrer une tumeur différente et on ne suit donc pas la règle générale. Deux petits exemples histoire d'illustrer ça. Donc, si on a un adénocarcinome dans le duodénum et un dans l'iléon, C17.0, C17.2 sont donc deux adénocarcinomes localisés dans l'intestin grêle C17. Dès lors, l'intestin grêle ne fait pas partie de la liste des exceptions. Donc, pour lui, on suit bien la règle générale et on ne va donc enregistrer qu'une seule tumeur dans cet organe. Alors que si on a un mélanome sur le bras et un sur la jambe, ce sont deux tumeurs localisées au niveau de la peau C44, qui est un organe qui fait bien partie de la liste des exceptions. Donc pour la peau, on va enregistrer une tumeur pour chaque sous-localisation. Et donc ici, il faut bien enregistrer deux mélanomes différents, un en C44.6 sur le bras et un en C44.7 sur la jambe.
Seconde exception à la règle générale, c'est le cas particulier des tumeurs multicentriques, qu'on appelle aussi donc les tumeurs systémiques, qui sont des tumeurs qui attaquent plusieurs organes au sein d'un même système. Dans ce cas-là, bien sûr, on ne vous demande pas de faire un enregistrement pour chaque organe touché, mais bien seulement de nous faire un seul enregistrement pour lequel vous devrez utiliser la topographie initiale, c'est-à-dire la topographie à partir de laquelle la tumeur a commencé à se développer. Quelques petits exemples de tumeurs multicentriques. Donc, on a la maladie de Hodgkin, le lymphome non-Hodgkinien, tout ce qui est leucémie aussi, que par convention, on va enregistrer comme originaire de la moelle C42.1. Les myélomes multiples qui, pareil, par convention, vont être enregistrés dans la moelle, et aussi le sarcome de Kaposi. Alors, quelques petits exemples pour ces règles au niveau de la topographie. Donc, si on a une tumeur avec même histologie et même comportement localisé dans la paroi latérale de la vessie, donc en C67.2, ainsi qu'au niveau du col vésical, donc C67.5. Ici, on a donc deux tumeurs localisées dans la vessie, C67. La vessie ne fait pas partie de la liste des exceptions, donc on suit simplement la règle générale et on ne va donc enregistrer qu'une seule tumeur dans cet organe. Deuxième petit exemple, si on a cette fois-ci une tumeur de même histologie et comportement localisée dans le cécum et dans le côlon descendant, donc C18.0 et C18.6. Ici, on a donc nos deux tumeurs localisées dans le côlon, C18, le côlon qui fait bien partie de la liste des exceptions. Dans le côlon, on doit enregistrer une tumeur dans chaque sous-localisation. Donc, on ne respecte plus la règle générale. Et donc ici, il faudra bien faire deux enregistrements différents, un dans le cécum et un dans le côlon descendant. Troisième petit exemple, c'est cette fois-ci une tumeur dans la parathyroïde et une dans l'hypophyse, donc C75.0 et C75.1. Pareil que pour le côlon, C75, tout ce qui est les glandes, autres glandes endocrines et structures apparentées, ça fait bien partie de la liste des exceptions. Ça marche comme le côlon, et donc ici on a deux sous-localisations différentes, et donc on fera deux enregistrements différents pour ces deux tumeurs. Et enfin, quatrième et dernier exemple, si on a un myélome plasmocytaire avec atteinte de la moelle osseuse et des os, ici, on a une tumeur systémique. Et donc, tumeur systémique, on ne va pas faire plusieurs enregistrements, mais on ne va enregistrer cette tumeur qu'une seule fois en utilisant par convention donc la moelle osseuse C42.1. Donc, voilà pour la topographie. On arrive à présent à la seconde variable d'intérêt du jour, qui est la latéralité. Et donc, latéralité qui est une variable assez importante. Pourquoi? Parce que pour l'enregistrement du cancer, des latéralités différentes sont considérées comme des organes différents. Et donc, si on est en présence de tumeurs bilatérales dans un organe pair, on doit bien faire deux enregistrements différents. Attention pour tout ce qui est tumeur localisée au niveau de la ligne médiane ou tumeur de latéralité inconnue. C'est aussi à considérer comme une latéralité spécifique, une latéralité différente de gauche ou droite. Et donc, ça doit aussi faire l'objet d'un enregistrement distinct. Donc, petit exemple, si on a une tumeur localisée au niveau du dos à gauche et une sur la ligne médiane du dos, il faut bien faire deux enregistrements différents. Donc, une fois avec la latéralité gauche et une fois avec la latéralité inconnue. Donc, faites vraiment attention à ça. La latéralité inconnue, c'est bien considéré comme une latéralité différente que gauche ou droite pour l'enregistrement. Alors, sur ce slide, vous pouvez retrouver la liste des organes pairs qui sont éligibles pour la détermination de tumeurs multiples. C'est bien important, c'est bien une liste qui est différente de la liste des organes pairs pour lesquels une latéralité doit être enregistrée, qui est la liste que vous pouvez actuellement retrouver sur notre site internet. Bien entendu, on va mettre cette liste des organes pairs éligibles pour la détermination des tumeurs multiples aussi en ligne dans les prochains jours. Quelles sont les différences? Par exemple, au niveau de la grande et la petite lèvre de la vulve, donc C51.0 et C51.1, ainsi qu'au niveau des trompes de Fallope, C57.0. Ce sont bien des organes pairs pour l'enregistrement, mais vous pouvez voir qu'ils n'apparaissent pas dans cette liste d'organes pairs éligibles pour la détermination de tumeurs multiples. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez une tumeur dans ces organes, donc une tumeur de la grande lèvre gauche de la vulve par exemple, il faut bien en renseigner la latéralité, il faut bien indiquer que c'est une tumeur à gauche. Mais si vous avez des tumeurs bilatérales dans ces organes, il ne faut pas faire deux enregistrements distincts, mais bien un seul enregistrement, donc pas de tumeurs multiples en cas de tumeurs bilatérales dans ces organes. Donc attention, c'est important.
En plus de ça, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette liste? Déjà, vous pouvez voir que donc, le poumon est en couleur. Pourquoi? Parce que le poumon est un organe un peu particulier. Le poumon est éligible pour des tumeurs multiples seulement si les histologies des tumeurs bilatérales retrouvées sont différentes. Si c'est la même histologie, alors il ne faut pas considérer le poumon comme un organe pair pour les tumeurs multiples. En plus de ça, il y a aussi le point particulier des adénocarcinomes du poumon qui sera rediscuté un tout petit peu plus loin, donc que je vais pas vraiment aborder maintenant, mais donc rappelez-vous, on a déjà parlé de ça dans l'information précédente. Adénocarcinome du poumon, ça a vraiment des règles particulières et uniques, et donc il ne faut pas se baser sur cette liste-là pour ceux-ci non plus. Et alors, comme toujours, petit rappel au niveau des ovaires, organes particuliers, ovaires qui, pour l'enregistrement, sont considérés comme un seul et unique organe impair. Donc, au niveau des ovaires, il ne faut pas renseigner de latéralité et les ovaires ne doivent pas être non plus pris en compte pour la détermination de tumeurs multiples. Donc, si vous avez une tumeur bilatérale dans les ovaires, attention, ce ne seront pas deux tumeurs qui devront être enregistrées. Donc voilà pour la latéralité, on arrive à présent à l'histologie. Histologie qui va, elle, nous permettre de répondre à la question, dois-je faire un ou deux enregistrements lorsque je suis en présence de deux tumeurs différentes dans le même organe? Alors pour répondre à cette question, on va utiliser ce qu'on appelle les groupes de Berg. Groupes de Berg qui sont donc une classification des tumeurs selon leur ressemblance morphologique. Et donc à partir du moment où nos deux tumeurs appartiennent à des groupes de Berg différents. Ça signifie qu'au niveau morphologique, les deux tumeurs sont assez éloignées l'une de l'autre et que pour l'enregistrement, elles vont donc être considérées comme deux tumeurs différentes. Il faudra donc faire deux enregistrements distincts. Si par contre nos deux tumeurs appartiennent au même groupe de Berg, ça veut dire que morphologiquement, les deux tumeurs sont assez proches et que donc pour l'enregistrement, elles vont être considérées comme une seule et même tumeur. Donc dans ce cas-là, on ne fait qu'un seul enregistrement pour lequel on va utiliser le code le plus spécifique qui bien souvent correspond au code le plus élevé. Alors voici donc le début en tout cas de la liste des groupes de Berg que vous pouvez bien entendu retrouver sur notre site internet. Quelques petites choses intéressantes à noter au niveau des tumeurs épithéliales. Donc, il y a 4 groupes de Berg différents. Le groupe de Berg des carcinomes à cellules squameuses, le groupe de Berg des carcinomes à cellules basales, le groupe de Berg des adénocarcinomes et le groupe de Berg des autres carcinomes spécifiques. Vous pouvez voir en bleu que peu importe le groupe de Berg des tumeurs épithéliales, on retrouve à chaque fois les codes 8000, 8010 et 8020. Ce n'est pas une erreur, c'est tout à fait normal. Ce sont des codes vraiment peu spécifiques qui signifient simplement tumeur, voire même tumeur épithéliale, mais sans plus d'informations. Donc si on enregistre juste ce code-là, on ne peut pas savoir quel sous-type précis de tumeur épithéliale c'est, et donc on peut, voilà, elles peuvent encore faire partie de n'importe quel sous-type histologique, et donc elles font bien partie de tous les groupes de Berg. Et en jaune, vous pouvez voir que les codes 8045 et 8046 font eux partie aussi bien du groupe de Berg des carcinomes à cellules squameuses que du groupe de Berg des adénocarcinomes. Encore une fois, c'est normal, sous cette forme-là, ce sont des tumeurs qui peuvent encore tout à fait se différencier aussi bien en carcinome spinocellulaire qu'en adénocarcinome. Et donc, si on n'a pas plus d'informations que simplement carcinome non à petites cellules, par exemple, eh bien, ça peut tout à fait être soit l'un, soit l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sous cette forme-là, le code fait encore partie des deux groupes de Berg. Alors, dans la suite de la liste des groupes de Berg, on retrouve notamment tout ce qui est hémopathie maligne. Attention, les groupes de Berg ne sont plus utilisés pour les hémopathies malignes, c'est obsolète, ça doit être mis de côté. On vous a d'ailleurs parlé de ça déjà dans la formation en ligne que nous avons donnée l'année passée sur les hémopathies malignes. Donc voilà, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais s'il vous plaît, n'utilisez pas les groupes de Berg. Si besoin, n'hésitez pas à retourner feuilleter la présentation sur le sujet, mais surtout pas de groupe de Berg pour les hémopathies malignes. Donc, pour résumer, on va enregistrer deux tumeurs lorsque deux cas de figure possibles. Premier, soit lorsqu'on a plusieurs tumeurs qui n'appartiennent pas au même groupe de Berg et qu'on retrouve présentes dans un seul organe. Soit, second cas de figure, lorsqu'on a une seule tumeur localisée dans un organe, tumeur qui est faite de plusieurs composantes histologiques différentes et pour lesquelles ces composantes histologiques n'appartiennent pas au même groupe de Berg, et pour lesquels, en plus de ça, il n'existe pas de code combiné ou de code mixte.
On dit comme ça, c'est fort théorique et je suppose que c'est un peu difficile à bien comprendre. Donc, on a pensé à vous et bien sûr, il y a deux petits exemples qui arrivent pour bien illustrer cela. Donc, premier cas de figure, si on a une patiente qui a un carcinome spinocellulaire invasif du col de l'utérus et en plus de ça aussi un adénocarcinome invasif du col de l'utérus. Donc, on se souvient de nos deux possibilités. On vient de voir ensemble que, première possibilité, on va enregistrer deux tumeurs si on a plusieurs tumeurs qui n'appartiennent pas au même groupe de Berg qui sont présentes dans un organe. Ici, on a bien deux tumeurs différentes dans un seul organe. On a bien un carcinome spinocellulaire ainsi qu'un adénocarcinome qui sont tous les deux localisés dans le col de l'utérus. Donc, il reste à voir si oui ou non ces deux tumeurs appartiennent au même groupe de Berg. Donc pour ce faire, bien entendu, on retourne voir nos groupes de Berg. Carcinome spinocellulaire, le code est le 8070, qui appartient donc, repris en jaune ici, au groupe de Berg des carcinomes à cellules squameuses. Adénocarcinome, le code est le 1140, qui appartient donc, repris en rouge ici, au groupe de Berg des adénocarcinomes. Ce sont donc deux groupes de Berg différents. La condition est donc bien respectée. On a bien deux tumeurs différentes qui n'appartiennent pas au même groupe de Berg et qui sont présentes dans le même organe. Donc, et la présentation vient de sauter, je vous remets ça. Hop. Donc, on va enregistrer deux tumeurs différentes, aussi bien notre spinocellulaire que notre adénocarcinome. Second cas de figure, si on a cette fois-ci une tumeur du col de l'utérus, donc une seule tumeur qui est composée majoritairement d'adénocarcinome, avec en plus de ça quelques composantes de carcinome spinocellulaire, et à noter que les deux composantes sont bien invasives. Donc dans ce cas-ci, il faut se rappeler de la deuxième proposition qu'on a vue il y a 2 slides. Donc on va enregistrer deux tumeurs. Si on a une seule tumeur dans un organe, tumeur faite de plusieurs composantes histologiques qui n'appartiennent pas au même groupe de Berg, jusque-là, la condition est respectée. On vient de voir ensemble que adénocarcinome et carcinome spinocellulaire, ce sont bien deux groupes de Berg différents. Et donc, il faut vérifier si maintenant, il existe, puis ou non, un code combiné pour cette entité. Dans ce cas-ci, il existe un code combiné, le 8560, qui est le code de carcinome adénosquameux qui est applicable lorsque on a de l'adénocarcinome et du carcinome spinocellulaire ensemble et que les deux composantes sont bien invasives, ce qui est le cas ici. Donc, dans ce cas-ci, la condition n'est pas respectée. Il existe un code combiné et donc on ne va pas enregistrer deux tumeurs, mais on va bien faire un seul enregistrement avec ce code combiné 8560/3. Alors, toujours pour notre variable histologie, donc quelques points d'attention spécifiques. Tout d'abord au niveau des sarcomes. Donc pour les sarcomes, il est assez rare que le même patient souffre de deux sarcomes différents. Par contre, il est assez fréquent que l'avis d'un expert, donc un second avis, soit demandé pour le diagnostic à poser. Donc par exemple que le pathologue ne soit pas trop certain du diagnostic et qu'il demande l'avis d'un expert pour vraiment être sûr, ok, soit l'expert confirme ce que le pathologue pensait, soit il voit autre chose. Et donc, il est fort possible que des seconds avis reviennent quelques semaines, voire un mois après le premier diagnostic. Ça peut parfois prendre un peu de temps. Faites bien attention dans les cas pareils, bien entendu. C'est le second avis, l'avis de l'expert, qui va primer sur le diagnostic initial. Et donc, même si ces deux avis sont un peu différents, ne sont pas tout à fait les mêmes, il faut bien faire la différence entre un second avis, mais on parle bien de la même tumeur, ou entre deux tumeurs complètement différentes. Donc, essayez d'éviter de nous faire deux enregistrements de sarcome différents lorsque c'est seulement un premier diagnostic incertain, suivi d'un avis d'expert, d'une révision du diagnostic. Dans ce cas-là, bien entendu, enregistrez seulement la révision et pas les deux tumeurs. Donc au niveau des hémopathies malignes aussi, quelques points d'attention particuliers. Donc comme je vous l'ai déjà dit, n'utilisez pas les groupes de Berg. Et pour les hémopathies malignes, on vous demande de bien enregistrer toute évolution ou toute transformation des hémopathies malignes comme un nouveau diagnostic. Donc à partir du moment où le code de diagnostic ou le comportement change, on vous demande de refaire un nouvel enregistrement de nouveaux diagnostics pour les hémopathies malignes. Et enfin, dernier point d'attention spécifique au niveau du poumon. Donc, comme je vous l'ai dit, le poumon, c'est vraiment un organe particulier. Au niveau du poumon, la règle générale veut que si on a une tumeur bilatérale dans le poumon, il faut regarder si les histologies sont les mêmes ou pas. Si l'histologie des tumeurs bilatérales est la même, on ne fera alors qu'un seul enregistrement.
Si les histologies sont différentes, alors le poumon sera considéré comme un organe pair éligible pour les tumeurs multiples et il faudra alors bien faire 2 enregistrements différents. Bien entendu, exception faite des adénocarcinomes dans le poumon, qui sont vraiment particuliers, qui marchent d'une manière unique. Je ne vais pas reprendre en détail l'entièreté des règles, ça prendrait trop de temps. Donc, ceux qui voudraient revoir ça, n'hésitez pas à retourner sur notre site internet, feuilleter la formation en ligne sur le sujet qui a été donnée l'année passée. Donc, un petit exemple pour illustrer ça, si on a un carcinome spinocellulaire dans les poumons gauche et droit, on a donc tumeurs bilatérales au niveau du poumon. Ces tumeurs bilatérales sont de même histologie, vu qu'on a 2 carcinomes spinocellulaires. Et donc, dans ce cas-là, on ne va enregistrer qu'une seule tumeur, qu'une seule fois, le carcinome spinocellulaire. Donc voilà pour la variable histologie. Il nous reste à présent seulement à discuter de la dernière variable, le comportement. Donc le comportement, on va regarder le comportement pour savoir si on doit enregistrer 1 ou 2 tumeurs lorsqu'on a bien entendu des tumeurs avec des comportements différents. Donc à partir du moment où 2 tumeurs ont exactement la même topographie, même latéralité et même histologie, elles seront enregistrées comme 2 tumeurs distinctes si elles ont des comportements différents et si et seulement si la date d'incidence de la tumeur au comportement le plus élevé est plus de 3 mois après la date d'incidence de l'autre tumeur. S'il y a moins de 3 mois entre les deux, alors il ne faut enregistrer que la tumeur au comportement le plus élevé avec la première date d'incidence comme date d'incidence donc. Encore une fois, c'est du texte fort théorique. Bien entendu, on a quelques petits exemples un peu plus illustrés pour être certain que vous intégriez bien tout ça. Donc encore une fois, on part de du principe qu'on a 2 tumeurs qui ont exactement la même topographie, latéralité et histologie. Premier cas de figure, nos 2 tumeurs ont le même comportement. Donc pour l'exemple ici, on a pris 2 tumeurs invasives au comportement /3. Dans ce cas-ci, on ne va enregistrer qu'une seule tumeur, la première, avec sa propre date d'incidence. Donc dans ce cas-ci, date d'incidence, ce sera bien la date 1. Et on va considérer la seconde tumeur comme une récidive de la première, qui ne doit donc pas être enregistrée comme un nouveau diagnostic. Second cas de figure, si maintenant on a nos 2 tumeurs qui ont des comportements différents, pour le cas de figure représenté ici, le comportement s'aggrave, c'est-à-dire, donc par exemple, on passe d'un /2 tumeur in situ à un /3, une tumeur invasive. Dans ce cas-là, il faut regarder le délai entre les 2 diagnostics. S'il y a plus de 3 mois entre les deux, alors on va enregistrer les 2 tumeurs de manière séparée. Donc d'abord la tumeur au comportement le moins élevé, donc ici le /2 avec sa propre date d'incidence, donc la date 1. Et ensuite un second enregistrement avec la tumeur invasive et sa propre date d'incidence, donc la date 2. Si par contre, troisième cas de figure, il y a moins de 3 mois entre les 2 diagnostics, si les diagnostics sont par exemple simultanés, donc par exemple on fait une biopsie qui montre seulement de l'in situ, et puis 1 ou 2 semaines plus tard, on fait une résection qui retrouve une tumeur invasive. Dans ce cas-là, on ne va plus enregistrer les 2 tumeurs séparément, mais on va faire un seul enregistrement en utilisant le comportement le plus élevé, donc dans ce cas-ci, ce sera bien du /3, mais avec la première date d'incidence, donc la date 1 dans cet exemple-ci. Et enfin, dernier cas de figure, on a toujours 2 tumeurs de comportement différents, mais cette fois-ci, c'est la tumeur au comportement le plus élevé qui va survenir avant la tumeur au comportement moins élevé. Donc dans ce cas-ci, on ne va enregistrer qu'une seule tumeur, la première, celle au comportement le plus élevé, donc le /3, avec sa propre date d'incidence, donc la date 1, et on va considérer que la seconde tumeur est une récidive, et donc on ne va pas l'enregistrer comme un nouveau diagnostic. Donc voilà qui conclut la partie théorique du jour. Je vous propose à présent de passer à quelques petits exercices pratiques, histoire d'illustrer tout cela. Donc bien entendu, pour ceux qui ont l'habitude, pas de souci. Pour les un peu plus nouveaux exercices, donc je vous propose de proposer vos réponses dans le chat. N'hésitez pas, c'est vraiment pas pour juger ou quoi, c'est juste pour savoir si la théorie semble bien comprise ou s'il y a certains points qu'on doit reprendre un peu plus en détail, histoire de voir ce qui est bien compris et ce qui l'est moins bien. Donc, cas numéro 1, chez une femme de 72 ans, chez qui on a retrouvé en 1997 un carcinome canalaire infiltrant du cadran supéro-externe du sein droit. Et en 2020, on lui diagnostique un carcinome canalaire in situ du cadran supéro-externe du sein gauche. Donc la question est, dois-je encoder 1 ou 2 tumeurs pour cette patiente? Et je vous demande de donner date d'incidence, latéralité, histologie et comportement.
Donc voilà, je vous laisse quelques petites minutes pour proposer vos réponses dans le chat et puis on corrige cela ensemble. Voilà, donc on a vu passer énormément de bonnes réponses. Donc, en effet, ici, on est simplement en présence de tumeurs bilatérales localisées dans un organe pair. Donc, jusque-là, c'est simplement suivre la règle classique pour les tumeurs bilatérales. Le sein ne fait pas partie des exceptions. La seule chose est que, bien sûr, les comportements des deux tumeurs sont différents. Et donc, on fait un enregistrement de tumeurs invasives à droite en 1997 et un enregistrement de tumeurs in situ à gauche en 2020. Rien de plus compliqué que ça pour ce premier cas. Cas numéro 2, une femme de 62 ans cette fois-ci, chez qui on diagnostique en 2017 un sarcome de Kaposi au niveau de la peau de la cheville gauche. Et ensuite, en février 2022, on lui diagnostique une récidive du sarcome de Kaposi au niveau du pied gauche. Et quelques mois plus tard, donc en juillet 2022, on diagnostique un sarcome de Kaposi au niveau de la peau du bras droit. Encore une fois, même question, combien de tumeurs vais-je enregistrer pour cette patiente? Oui, je vous demande de donner date d'incidence, topographie, latéralité, histologie et comportement.
Alors, je vois aussi pas mal de bonnes réponses. D'abord, une petite information supplémentaire. Donc, en effet, je vois qu'il y en a qui se plaignent qu'on va peut-être un peu trop vite pour pouvoir noter les réponses. Pas d'inquiétude, PDF avec correctif vous sera envoyé après la session. Donc, si vous n'avez pas le temps de noter, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien accès à la réponse détaillée. Pas de souci avec ça. Donc, pour notre second cas, sarcome de Kaposi, donc en effet, c'est bien une maladie systémique. Il ne faut donc faire qu'un seul et unique enregistrement. Et donc, enregistrement avec, pour rappel, comme topographie, la topographie initiale. Donc ici, ce sera bien une seule fois le sarcome de Kaposi au niveau de la peau de la cheville gauche, donc en C44.7, latéralité gauche. Bien entendu, date d'incidence en 2017, la date du premier diagnostic de ce sarcome de Kaposi. Alors, cas numéro 3, cette fois-ci, un homme de 65 ans, pour lequel on réalise en date du 30 du 3 2022 une résection d'un polype du côlon. Résection qui va retrouver 3 lésions différentes. Tout d'abord, la première au niveau du côlon droit, un adénome vileux avec dysplasie intraépithéliale de haut grade. Ensuite, au niveau du sigmoïde à 25 cm, un adénome tubuleux avec dysplasie intraépithéliale de haut grade. Et enfin, sigmoïde à 37 cm, un adénome tubulovileux dégénéré en adénocarcinome bien différencié de stade PT1. Donc, comme d'habitude, ma question, combien de tumeurs dois-je enregistrer pour ce patient? Et je vous demande de donner topographie, histologie et comportement. Alors, apparemment, tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il faut faire 2 enregistrements, ce qui est déjà très bien. C'est un peu plus compliqué au niveau des codes, notamment parce qu'en effet, ce n'est pas spécialement les codes les plus fréquents. Si vous n'avez donc pas votre livre à côté, je comprends que ça ne puisse pas être des plus évidents. Donc, voici la solution. On est bien donc dans le côlon qui est un organe particulier. Donc, côlon, on ne va pas respecter la règle générale. Et dans le côlon, on va bien enregistrer une tumeur dans chaque sous-localisation. Donc ici, on a 2 sous-localisations différentes, le côlon droit et le côlon sigmoïde. On va donc faire 2 enregistrements distincts. Jusque-là, tout le monde avait bien trouvé cela. Alors, point d'attention un peu particulier au niveau du sigmoïde, donc il y a 2 lésions différentes. Un adénome en dysplasie de haut grade, donc considéré comme du /2, ainsi qu'un adénome dégénéré en adénocarcinome invasif, donc /3. Donc dans ce cas-là, vu que c'est même localisation, même sous-localisation, comportement différent, mais en durant les 3 mois, vu que c'est au même moment, on ne va enregistrer que la tumeur au comportement le plus élevé. Et donc, on finit avec nos 2 tumeurs différentes, l'adénome vileux en dysplasie de haut grade au niveau du côlon droit, ce qui donne le 8261/2 dans le côlon droit C18.2, ainsi que notre adénome tubulovileux dégénéré en adénocarcinome, donc adénocarcinome qui se développe sur adénome tubulovileux, c'est-à-dire le 8263/3 dans le côlon sigmoïde, donc en C18.7.
Alors, cas suivant, le numéro 4 concerne un homme de 53 ans chez qui on diagnostique un carcinome spinocellulaire invasif au niveau du poumon gauche en 2019. Et ensuite, quelques années plus tard, donc en 2022, on a un scanner qui va montrer une lésion au niveau du poumon droit. Une biopsie minimale est effectuée et la conclusion de cette biopsie revient comme positive pour du carcinome non à petites cellules présentant les caractéristiques d'un carcinome spinocellulaire peu différencié de stade PT1B. Question habituelle, vais-je enregistrer une ou deux tumeurs pour ce patient? Et je vous demande de donner date d'incidence, topographie, latéralité, histologie et comportement. Alors, encore une fois, énormément de bonnes réponses qui sont passées, c'est encourageant. Donc ici, en effet, on est dans le poumon, donc attention, le poumon. Je rappelle, c'est vraiment un organe un peu particulier, il faut faire vraiment attention dans le poumon. Le poumon, qui est considéré comme un organe pair dans le cadre de l'enregistrement de tumeurs multiples, seulement si l'histologie est différente. Or, ici, on a deux fois du carcinome spinocellulaire, donc on ne va faire qu'un seul enregistrement, une seule tumeur, et dans ce poumon. Donc, la réponse correcte est bien une seule tumeur, la première, donc en 2019, le carcinome spinocellulaire dans le poumon gauche. Vu que la tumeur de 2022 est encore du spinocellulaire, on ne la réenregistre pas. Si c'était un autre type histologique, on aurait dû l'enregistrer. Cas suivant, cas numéro 5, une femme de 55 ans pour qui on réalise une biopsie de la grande lèvre gauche en date du 29 juin 2022, biopsie qui revient positive pour du carcinome épidermoïde in situ ou VIN3 extensif localisé au niveau de la partie inférieure de la vulve. Et puis un peu plus d'un mois plus tard, le 3 août 2022, on réalise une vulvectomie partielle gauche avec diagnostic d'un carcinome spinocellulaire moyennement différencié invasif bifocal au niveau de la grande lèvre qui se développe à partir d'un carcinome spinocellulaire in situ. Le stade est PT1B NXMX. Question habituelle, vais-je encoder une ou deux tumeurs pour cette patiente? Et je vous demande de donner date d'incidence, latéralité, histologie et comportement. Alors oui, bien sûr, normalement, enfin pour le cas précédent, le carcinome spinocellulaire est censé avoir déjà été enregistré en 2019. Ce sont des cas hypothétiques pour lesquels rien n'a encore été enregistré. On vous demande justement combien d'enregistrements doivent être faits. S'il a déjà été enregistré en 2019, il ne faut pas le refaire, bien entendu. C'est juste pour s'assurer que tout est bien compris. Et dans ce cas-là, oui, vu que c'est deux spinocellulaires, celui de 2022 est considéré comme une rechute au niveau de l'enregistrement de celui de 2019. Et alors, il y avait aussi une autre question, si ça avait été un adénocarcinome,
adénocarcinomes, pour rappel, sont des règles particulières, vraiment spéciales. Donc là, ça va dépendre de l'avis du médecin. Si le médecin considère que c'est une récidive, il faut l'enregistrer comme une récidive. Si le médecin considère que c'est une nouvelle tumeur, alors il faut l'enregistrer comme une nouvelle tumeur. Les adénocarcinomes, c'est vraiment quelque chose à part, des règles à part. Si vous voulez revoir l'entièreté des règles, je vous réfère à la formation en ligne sur l'enregistrement des adénocarcinomes du poumon, qui est donc disponible sur notre site internet. Voilà, et encore une fois, je vois qu'il y a énormément de bonnes réponses, c'est super. Donc ici, en effet, on a bien deux tumeurs de comportements différents localisées dans le même organe, avec la même histologie, donc ce sont deux carcinomes spinocellulaires, un in situ et un invasif. Il y a moins de 3 mois entre les deux diagnostics, le premier étant fin juin 2022, le suivant début août, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois. Donc dans ce cas-ci, on se rappelle des règles qu'on a vues au niveau de la variable comportement, et il ne faut donc enregistrer qu'une seule tumeur, la tumeur au comportement le plus élevé, donc le carcinome spinocellulaire invasif 8070/3, avec la première date d'incidence, donc le 29/6/2022. Attention, la grande lèvre de la vulve, c'est bien un organe pair, et donc il faut renseigner la latéralité si elle est disponible. Ici, on sait que c'est la grande lèvre gauche, donc on le renseigne aussi. Sixième et dernier cas, un cas un peu, voilà, c'est en 2023, donc imaginez-vous que vous êtes l'année prochaine, c'est pour pouvoir déjà revoir un peu, mettre en pratique les nouvelles règles de priorité pour déterminer la date d'incidence. Donc c'est un cas un peu hypothétique, bien entendu, vous l'aurez compris. Donc on a ici un homme de 68 ans qui se présente avec des douleurs abdominales hautes droites, une perte de poids, une perte d'appétit et de la fatigue. En date du 3/6/2023, on réalise une analyse de sang qui montre une augmentation du marqueur tumoral AFP. Le médecin diagnostique alors une tumeur au niveau du foie. Et un peu plus tard, le 30/6/2023, une biopsie hépatique est réalisée, biopsie qui va montrer un carcinome hépatocellulaire, et un traitement palliatif a été choisi pour ce patient. Donc la seule question que j'ai ici est: quelle est la date d'incidence correcte pour ce cas? Attention, n'oubliez pas que c'est 2023. Bon, un peu plus problématique apparemment ici, vu que les réponses ne vont pas toutes dans le même sens. Donc ici, en effet, le premier diagnostic est posé sur base du test positif du marqueur tumoral AFP. Mais il faut se rappeler de la petite règle spécifique qu'on a vue ensemble, qui dit que si un événement de priorité supérieure survient dans les 3 mois qui suivent le premier diagnostic, alors la date d'incidence ne va plus être la date du premier diagnostic, mais bien devoir être changée par la date de cet événement de priorité supérieure. Or ici, on a bien une biopsie hépatique qui est réalisée moins d'un mois plus tard. Biopsie, c'est confirmation microscopique de malignité, c'est donc l'événement de la plus haute priorité. Et donc ici, la date d'incidence correcte à utiliser
va être le 30 du 6 2023 et non pas le 3 du 6. Donc attention à cela. Il faut bien garder en tête l'entièreté des différentes règles. Bien entendu, c'est quelque chose avec lequel on va revenir vers vous. C'est vraiment seulement à partir de l'incidence 2023. Donc, c'est quelque chose que vous ne devez pas mettre en application directement maintenant, aujourd'hui. Non, il vous reste quelques mois pour bien assimiler tout ça. Donc, en plus de ça, cette révision a été faite notamment pour pouvoir ajouter des méthodes de diagnostic un peu plus modernes qui n'étaient pas encore prises en compte pour déterminer la date d'incidence, donc notamment tout ce qui est cytométrie de flux, tests moléculaires, tests de dépistage, ainsi que nouvelles techniques d'imagerie. Ce qu'il faut aussi retenir de la présentation d'aujourd'hui, donc c'est pour la détermination des tumeurs multiples, 4 variables importantes qu'il faut regarder, 4 variables qui sont prises en compte, qui sont la topographie, latéralité, histologie et comportement. On a vu et revu ensemble les différentes règles qui sont d'application pour chacune de ces variables, donc pensez bien à tout cela lors de vos enregistrements. Et n'oubliez pas aussi, toujours pour les tumeurs multiples, de faire bien attention à certains organes et types de tumeurs, comme notamment les ovaires, les tumeurs pulmonaires qui sont vraiment particulières, notamment les adénocarcinomes pulmonaires. Mais faites aussi attention aux hémopathies malignes et aux sarcomes, pour lesquels il y a quelques points d'attention qui ont été notifiés durant cette présentation. Donc voilà qui conclut les informations que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.